Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Ben, d'autres messages textes qui risquent pas de plaire à Pablo Rodriguez ce matin. Oui, pour reprendre les paroles de notre recherchiste ce matin, est-ce que le PLQ a aussi ses biscuits de fortune, mais c'est plus négatif? À chaque jour, une nouvelle calendrier de l'Avent, révélation. il ouvre une petite porte puis il y a une mauvaise nouvelle. Tous les matins. Donc, d'autres révélations effectivement troublantes du PLQ. C'est un entrepreneur qui a donné 500 $ à la campagne de Pablo Rodriguez à la demande d'un homme d'affaires et d'un ami qui lui avait fait miroiter des faveurs en retour. C'est comme s'il cherchait des prête-noms un peu partout. Il demandait à des amis de donner 500 $ pour aider à la campagne. C'est des textos qui ont été consultés par le journal qui montrent que cet ami-là lui laissait entendre qu'il serait remboursé par la suite, des échanges de messages. Donc, il est même question qu'une victoire de Pablo Rodriguez puisse lui profiter. On lui proposait que s'il entrait au gouvernement, on allait faire entrer la compagnie. Finalement, il a donné l'argent. Et là, bon, bref, Parce que c'est... dans l'échange, c'est le premier et le dernier message qui sont compromettants là, par rapport à la loi. Le premier qui dit, moi, il explique la limite. Moi, J'ai pas le droit d'aller la plus loi loin. ne me permet pas de donner Voilà. plus que 500$. Il faut que je trouve des gens pour donner pour moi. Puis le dernier message où il dit, ben si tu donnes, là, si tu donnes puis Pablo rentre, on pourrait te faire rentrer au gouvernement. Ben, bon c'est là, ça est-ce rappelle que c'est des vieilles une blague? habitudes. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est une blague ou une véritable invitation? Parce que ce gars-là, on ne connaît pas trop. Est-ce qu'il y a vraiment le pouvoir, mettons que c'est un entrepreneur quelconque, est-ce qu'il y a vraiment le pouvoir de donner des accès privilégiés à quelqu'un, peut-être qui promet Des choses qui des promesses qui pourront pas... des gens, là, des à laquelle peddlers il qui pourra promettent répondre. des affaires qu'ils peuvent même pas livrer eux-mêmes. Sauf que l'image ce matin pour un parti libéral qui est déjà en crise, là, c'est pas tellement jojo. Pas de réaction du côté libéral. Là. Nos collègues du bureau d'enquête ont demandé une réaction. Pas de réponse pour l'instant. Est-ce qu'il y en aura? On sait pas. À suivre, mais c'est certain que ça va encore... Parce que, bon, c'est le mardi. Le lundi, l'Assemblée nationale ne siège pas. Le lundi, c'est la journée de bureau de comté. Donc là, aujourd'hui, tous les députés reviennent pour la semaine Il va y avoir des à questions. l'Assemblée. Ben oui, c'est ça. Puis quand ils commencent toujours leur semaine avec un point de presse. Fait que disons que le point de presse, la conférence de presse des libéraux est déjà organisée. Bien, M. Carney avait perdu son ministre de la Culture et de l'Identité, son lieutenant pour le Québec jeudi, lors de la démission de Stephen Guilbeault. Hier, il a assermenté des nouvelles personnes. Oui, 3 nouvelles personnes pour remplacer Stephen Il Guilbeault. était important, M. Guilbeault. Oui, Ça en quand prend même, 3 pour le remplacer. 3 personnes pour le remplacer. Donc, une semaine après cette démission, M. Carney qui a rebrassé les cartes du Conseil des ministres, un léger remaniement ministériel, et il a choisi le ministre de la Région de Québec, Joël Lightbound, pour devenir le nouveau lieutenant du Québec. Et c'est Mark Miller à l'identité de la culture, à l'identité et à la culture canadienne, qui lui fait un retour, dans le fond, au cabinet. Il avait été là sous l'époque de Justin Trudeau, nommé au cabinet pour la première fois en 2019. Et l'actuel ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, Julie Dabruzin, qui hérite quant à elle du portfolio de la nature. Donc, 3 personnes qui ont été nommées hier pour remplacer Stephen Guilbeault. Sur ce dernier point-là, ce qu'il faut dire, c'est que la nature et les parcs, normalement, ça va avec l'environnement. Mais j'ai cru comprendre que c'est un peu comme un prix de consolation. En tout cas, quand Mark Carney a enlevé Guilbeault de l'environnement, il savait que Stephen Guilbeault allait être déçu, puis qu'il a laissé la nature et les parcs. Donc, il est devenu ministre un peu comme de la culture, de l'identité et des parcs, là, tu sais. Donc là, fait qu'on le ramène à là, l'environnement. on le ramène à sa place. Dans le fond, on reprend la nature et les parcs pour renvoyer ça avec l'environnement. Dans le cas de Mark Miller, pour moi, je n'en reviens pas. Là. C'est-à-dire que c'est probablement un des ministères très sensibles pour le Québec, la culture, l'identité, toutes les questions de langue française. C'est un ministre, dans toutes ses interventions, qui n'a jamais montré de respect pour l'identité québécoise, jamais de respect pour le gouvernement du Québec, le gouvernement Legault, qui a toujours été en chicane. C'est un baveux. Essentiellement, il ne parle pas aux médias francophones. Il nous boude, il nous snob complètement. À part peut-être Radio-Canada par sa société d'État. Là, ça. Mais, tu sais, je veux dire, c'est... Il oublie pourquoi il est là. Il oublie que le Québec a voté. Il est pas là pour des raisons que tu imagines. C'était sur une autre planète. Mais les fédéraux, il y a un point où ils sont sur une autre planète. Là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il semble hier, là, Emmanuel Latraverse, qu'elle a parlé des gens de l'entourage de Mark Carney qui étaient étonnés que ce soit mal reçu au Québec. Qui pensaient qu'au Québec, Mark Miller, c'est un gars vraiment... Pour donner comment Mark Carney est déconnecté de la réalité, il y avait l'impression que non, c'est un gars apprécié dans le dossier de l'immigration. Et dans le dossier de l'immigration, il a tout échappé, il a fait son baveux, il a écœuré le gouvernement du Québec, il était en chicane, il était à couteau tiré tout le temps.
Mais eux autres, vu d'Ottawa, ils ont l'impression, non, c'est laisser un bon souvenir, puis les gens vont être contents de le voir réapparaître. Parce que, pour ce qui est de lieutenant du Québec, Joël Lightbourn, ça, c'est parfait. Ouais. Pour moi, ça, c'est un très bon choix. Mais tu sais, Marc Miller, même j'entendais des gens, tu sais, Carlos Letao, un ancien ministre des Finances, à caractère économique, mais c'est un monsieur qui s'intéresse à la culture, c'est un monsieur qui est respecté. T'aurais nommé Carlos Letao. C'est sûr qu'on aurait tout dit, c'est un petit peu bizarre, culture, identité, on le voyait pas là, mais une fois ce commentaire-là fait, le gouvernement du Québec, le gouvernement Legault aurait été heureux de collaborer avec lui. Mais là, Marc Miller, c'est le fun parce que, tu sais, le français va pouvoir rayonner. Puis ce qui est intéressant, c'est que tout le monde au Canada va apprendre le français. C'est surtout le fun pour l'émission à Benoît. Parce que Benoît, c'est sa tête de turc préférée. Fait que d'après moi, c'est du matériel. Pour Benoît Dutrisac, c'est du matériel pour ses émissions des 2 prochaines années. D'après moi, c'est le seul au Québec qui est content du retour de Marc Miller. Enquête à l'école Bedford. Il y a le syndicat qui va défendre ses enseignants qui perdent leur brevet. Il vient de dénoncer, en fait, c'est l'Alliance des professeurs de Montréal qui dénonce le processus d'enquête qui vise des enseignants de l'école Bedford. Ça, c'était la semaine passée, là, on en parlait. Québec qui avait décidé de retirer l'autorisation d'enseigner à d'anciens enseignants de l'école Bedford. C'était survenu après la publication d'un rapport d'enquête qui faisait état d'un climat de peur, d'intimidation à cette école-là. Donc là, le syndicat dit que le processus est vicié, que les allégations sont impossibles à prouver. Donc, veut appuyer les enseignants s'ils décident de contester la révocation de leur brevet d'enseignant. Si ma mémoire est bonne, c'était 11 enseignants qui s'étaient vus retirer leur brevet. Et ça prenait effet dans les derniers jours. Donc là, l'Alliance des profs qui veut se lancer, qui veut se porter à la défense des enseignants. C'est vraiment... je comprends que légalement, malgré tout ce qu'on peut dire, légalement, comme syndicat, ils ont le devoir de défendre. Surtout que là, une révocation, c'est la fin de ta carrière. Tu ne pourras plus enseigner. Ils ont un devoir légal de défendre leurs enseignants. À moins que moralement, ils constatent des gestes complètement inacceptables, tu sais, qui fait, je sais pas, l'agression sexuelle, des affaires comme ça, qui sont indéfendables. Maintenant, je saisis pas bien, là, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas très clair ce qu'ils reprochent au processus d'enquête. Là. Pourquoi les enquêteurs, si on n'a pas divulgué la preuve assez vite, mais on a fini par la divulguer. En tout cas, les éléments qu'ils reprochent à l'enquête, pour le moins dire, sont flous, très, 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 très flous. Permettent pas au public ce matin de dire « Ah, OK, vous les défendez pour telle raison. » Parce que depuis le début, le syndicat marche sur un fil de fer là, dans cette affaire-là, en défendre ses enseignants qui payent une cotisation. Faire attention, en matière de syndicat, les gens payent une cotisation. À la limite, un employé contre revenir contre son syndicat pour non-représentation, là, pour avoir failli à l'obligation de te représenter, parce que t'as toujours payé ta cotisation. Mais c'est la ligne mince entre ça puis défendre l'indéfendable. Et dans ce cas-ci, en tout cas, au moins institutionnel, on se serait attendu certainement à ce que le syndicat soit plus collaboratif avec le gouvernement. T'sais, si une école est sortie du giron normal de l'enseignement et sous influence religieuse, respecte plus le programme, tu t'attendrais à ce que le syndicat collabore avec le gouvernement pour ramener, disons, l'école dans le droit chemin, si je peux me permettre l'expression. Alors, c'est un autre syndicat affilié à la FAE qui conteste la loi 21 sur la laïcité. Tout ce qui est FAE, là, c'est très, très, très délicat, là, la relation avec le religieux. 500 nouvelles haltes chaleur, c'est une annonce que fait Soraya Martinez-Ferrada hier. Elle qui a promis beaucoup là, en termes de lutte à l'itinérance, doit commencer à livrer. Oui, absolument. C'est 500 places en halte chaleur qui vont être ajoutées d'ici Noël un peu partout à Montréal parce que ce qu'on veut, c'est que les personnes en situation d'itinérance puissent passer l'hiver au chaud. Plusieurs pensent que ce ne sera pas suffisant, mais c'est quand même un pas dans la bonne direction parce qu'il y a déjà 2458 places qui existent. Et là, on va en ajouter 500 de plus. Ça va donner à peu près 3000 places. Il y en a 233 qui vont être prêtes d'ici 2 semaines dans 8 ou 9 sites dans différents arrondissements. Et sur les 3000 au total, il y en a qui sont en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand je dis il y en a qui pensent que ce ne sera pas suffisant, c'est parce qu'on a dénombré en 2022
4152 personnes en situation d'itinérance à Montréal. 3000 places, faites le calcul, ça ne fonctionne pas. Mais on dit qu'on va quand même mettre sur pied une cellule de crise là, pour évaluer les besoins puis voir. Mais tu sais, bon, c'est quand même 500 nouvelles places de plus. Bien, ça donne l'impression qu'elle est plus active que l'ancienne administration. Je ne sais pas si c'est le souffle du nouveau. Oui, bien c'est ça. Quand tu arrives nouvellement, il y a plus d'intérêt. Probablement que si l'ancienne administration aurait fait la même annonce de 500, puis ça aurait passé comme une continuité. Là, on est vraiment attentif parce qu'elle a quand même promis progressivement la fin de l'itinérance dans son mandat, de mettre fin essentiellement. Mais là, les haltes de chaleur, ça reste une solution temporaire pour l'hiver, nécessaire parce que, bon, tu veux pas que des gens dorment la nuit qui va faire moins 28, que des gens dorment dehors. Ça reste une solution temporaire parce qu'on se demande toujours, est-ce qu'on va pouvoir profiter du fait que ces gens-là soient hébergés pour s'en occuper, s'ils ont des problèmes de toxico ou autres, les ramener vers les bonnes ressources. C'est-à-dire viser à ce qu'ils se retrouvent, mettons, d'ici 6 mois, 1 an. Oui, parce que les ressources sont débordées aussi. Là. Oui. Parce Puis que là, sinon, entre-temps, on n'en sort pas. Là. Entre-temps, on a exclu de démanteler des campements, mais on s'est dit qu'on allait peut-être en relocaliser, mais on ne va pas les démanteler. Ça, c'est un autre problème, les campements. Là. On voyait les gens qui sont sur le câble, qui nous regardent à la télé, les images tantôt. Là. Ouais. C'est essentiellement des dépotoirs. Là. Je veux dire, les gens ont leur tente, mais autour de ça, ramassent Notre-Dame, entre autres. Ramassent toutes sortes d'objets, puis tout ça, ça devient dangereux aussi. Très dangereux pour le feu, mais sincèrement, c'est des dépotoirs à ciel ouvert avec des tentes à travers ça où des gens vivent. C'est comme... Puis tu vois, ils ont des bacs, là, les bacs de recyclage, des bacs de vidange, ils les ont pris, c'est quelqu'un qui s'avait laissé sur la rue, ils les ont pris, donc il y a quelqu'un qui a plus son bac dans un quartier. Tu te demandes tout ça vient d'où, tout ce matériel-là. C'est assez bizarre. Je trouve que quand on revoit ça, c'est comme si tranquillement on se dit, oups, on se vancouverise. Là. Ouais, complètement. Bon, moins de télétravail. Hier, on parlait des fonctionnaires fédéraux. Aujourd'hui, ce sont les fonctionnaires québécois. Et ce serait plutôt que les fonctionnaires fédéraux parce que là, on pense qu'ils seront obligés de revenir en personne au bureau 3 jours par semaine à compter du 26 janvier. C'est un travail hybride qui existe quand même. Là. C'est la norme un peu depuis la pandémie. 2 jours en présentiel, 3 jours à la maison, mais là, ça serait 3 jours au bureau. Le travail à distance, ça a été discuté beaucoup hier en raison de ce qui avait été annoncé pour le fédéral. On dirait que ça a de moins en moins la cote chez les patrons. On ramène progressivement les gens au bureau. En Ontario, par exemple, dès le 1er janvier, Doug Ford a dit c'est terminé le télétravail. Il dit qu'il veut stimuler l'économie locale, améliorer la productivité des employés. Ça a été abordé aussi hier pour les employés fédéraux, améliorer la productivité. Donc, pour les fonctionnaires québécois aussi, là, ça s'en vient. Je comprends que on a peut-être senti qu'il y avait eu un relâchement. Je trouverais quand même, jusqu'à un certain point, illogique qu'on abandonne complètement le télétravail. Je pense qu'il y a une valeur au télétravail. Dans le secteur privé, d'ailleurs, les entreprises les plus compétitives, les entreprises les plus efficaces ont du télétravail là, comme faisant partie de leurs opérations. Ça aide à la conciliation travail-famille. On sauve du trafic aussi. Mais il y a aussi beaucoup d'abus. C'est ça le problème. Oui. Moi, j'en ai vu des amis là, qui font tout leur ménage sur les heures de bureau. Là. Des amis proches. Là. Oui. Ben, c'est un risque et je pense que les administrations publiques qui vivent aussi avec la pression de la population. Je pense à tous ces services là, téléphoniques, tous les services de lignes d'appel où tu t'appelles pour des services, des explications. Les taux de satisfaction du public diminuent. Puis là, il y a un lien qui se fait à dire, OK, mais quand les gens répondent, sont chez eux, sont-ils en train de faire d'autres choses? Ils ont-tu la tête à ça? Ils fournissent-tu aux citoyens la meilleure réponse? Il y a des questions qui se posent. Et l'ambassadeur de M. Trump, Witkoff, qui est au Kremlin aujourd'hui. Oui, voilà, qui va rencontrer le président Poutine dans la journée. Ils sont supposés discuter ensemble du plan de paix pour mettre un terme finalement à cette guerre-là. Washington dit qu'il est très optimiste d'en venir à un accord. Il y a une délégation ukrainienne en fin de semaine là, qui s'est rendue en Floride pour discuter d'une éventuelle entente avec des hauts responsables américains, mais il n'y a pas eu de terme à ces discussions-là. Et pendant ce temps-là, pendant qu'il y a cette rencontre-là, ben ça se poursuit, les combats quand même sur le terrain.
les forces russes qui ont réalisé leur plus grosse progression sur le front depuis 1 an. Donc, on va voir comment ça va se passer. C'est sûr qu'on va suivre ça. Et c'est ça le but de Poutine, de gagner du temps. D'aller chercher, gagner du temps pour aller chercher du terrain. Aller chercher des kilomètres de terrain, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé avec Télé-Québec? Ça, moi, je trouve ça vraiment triste. Le Devoir nous annonce ça ce matin, la fin de la soirée Mammouth. Cette année, en décembre, ça aurait fait 10 ans qu'ils tiennent ce gala un peu atypique, éclectique. Ils vont dans les écoles secondaires. Oui, on met en lumière certaines personnalités publiques, mais pas nécessairement des artistes. Je me rappelle qu'à un moment donné, il y a eu Farah Alibé parce qu'elle était inspirante pour X raisons. Certains qui ont fait des découvertes en sciences. Puis les jeunes aussi étaient mis à l'honneur. Je trouve que c'était rassembleur. Je trouvais aussi que la formule était intéressante. Ça donnait aussi un souffle parce qu'il y a eu la fin de Carve l'Antigala quand VRAC a fermé. Là, au moins, Télé-Québec reprenait la pôle avec quelque chose. Donc, de tirer la plug, si je peux me permettre l'expression. Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison, une explication? Les codes d'écoute n'étaient pas au rendez-vous. Ce qu'on dit, c'est que le public cible, peut-être que ça touchait 10% du public cible, selon eux, ce qu'ils disent. Ils disent les jeunes sont sur le web. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'essayer de créer une espèce de laboratoire pour les 15-21 ans, production sur les réseaux sociaux. Mais ça ramène vraiment à une des choses que tu dis, c'est que on dit les jeunes ne sont pas à la télé, mais on leur offre plus rien. Non. Ou on leur offrira plus rien. On les abandonne. Qu'est-ce qu'on a fait? Quand Radio-Canada a décidé d'enlever le gala Québec Cinéma, ils ont décidé de faire une émission plutôt cannée. Là, ça a eu lieu en fin de semaine, animée par Gilles Roy pour présenter les nouveautés au cinéma. Il y a quelqu'un qui a levé la main et dit « Hey, nouveau, nous autres, on va le prendre, le gala. On va trouver une solution. Je comprends un code d'écoute. On va faire de quoi? » Là, c'est pour les jeunes. On s'en fout. On s'en fout. Je trouve ça vraiment dommage. De rebrasser la soupe, c'est intéressant parce que oui, effectivement, il faut revoir nos façons de faire partout. Je comprends bien. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que je trouve aussi qu'on a une unité de mesure. On mesure les codes d'écoute télé. Je pense qu'on oublie l'impact que ça peut avoir après sur les réseaux sociaux, dans les écoles, où tu as l'impression de te reconnaître. Tu as l'impression aussi d'être champ gauche, parce que quand tu es ado, c'est ça aussi. Tu te reconnais pas nécessairement dans le discours des adultes. Là, tu as du monde qui parle le langage, ton langage, des jeunes qui se sentent des fois à part, qui sont mis en lumière dans cette affaire-là. Je trouve que c'est pas une bonne solution de les enlever. Puis je pense que faut pas juste mesurer les codes d'écoute en temps réel télé. Je veux dire, il y a tellement de façons, les gens l'écoutent sur le web. Maintenant, il y a des clips qui circulent. C'est quoi la viralité de la chose? Je sais que c'est peut-être plus dur de faire des tableaux Excel avec ce genre de données-là, mais ils existent. Moi, je me rappelle Mixmania, je sais plus quel QV, le 2, 3, 4, là, ils avaient fait un spectacle à Mégantic après la tragédie, une couple d'années après, puis moi, j'étais à Sherbrooke dans ce temps-là. L'impact chez les jeunes, comment ça circulait aussi en Estrie qu'il y avait la gang de Mixmania. Puis aujourd'hui, cette vingtaine-là, quand tu leur parles de Mixmania, ils ont des étoiles dans les yeux, puis tout le monde a la référence commune. Mais ça, c'est sûr que ça devait pas scorer 1 million à TV, Mixmania. Mais les jeunes de cette génération s'en rappellent. Ça avait fait son chemin quand même jusqu'aux jeunes. Exactement. C'est Mixmania 4, d'après Marianne. Et rapidement, Netflix qui met fin au... Tu sais, Netflix, on les voyait comme Netflix, c'est la plateforme sauveuse. C'est tellement hot, Netflix. Ben là, ils vont couper parce que souvent, quand tu as l'application Netflix sur ton téléphone cellulaire, tu es capable, avec le casque, de le mettre sur ta télé. Donc, il semblerait qu'ils vont cesser cette formule-là si vous avez le forfait avec publicité. Il n'y a que ceux qui vont payer la pub qui vont être capables de broadcaster, si je peux me permettre cette expression-là. C'est pas Netflix en soi qui a annoncé ça, c'est The Verve and Arts Technica qui nous annonce qu'ils vont mettre fin à ces modalités-là. Ce serait déjà en cours présentement, là. Donc, il faut payer plus. C'est toujours plus pour ces plateformes américaines. Charles-Antoine, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre auront fait une reconstruction rapide. Exceptionnelle. Oui, parce que l'année passée, il y a 2 ans, c'était une des pires équipes de la Ligue, là, après les grandes années. Mais ils sont déjà revenus au sommet. L'an passé, ils ont perdu 13 matchs. Cette saison, ils en ont déjà gagné 11. Une fiche de 11-2. Bon, c'était pas une victoire inattendue puisque les Giants de New York, eux, sont dans le creux d'une reconstruction qui se répète année après année. Qui dure depuis 40 ans. Ouais, exactement. Non, ils ont gagné 2 Super Bowls surprises. Tu sais, dans le match et surtout dans le début de la rencontre hier du Monday Night Football, tu peux rapidement identifier une bonne équipe ou une mauvaise équipe en regardant la qualité des unités spéciales. Parce que parfois, c'est ce qu'on peut négliger, c'est ce qui est dans l'ombre, mais c'est quand même un tiers d'un match de football. Les Patriots rapidement marquent un toucher de 94 verges sur un retour de beauté de dégagement. Et quoi? Une quinzaine de minutes plus tard, le botteur des Giants, Young Hae-Koo, fait un Charlie Brown de lui-même. Je sais pas si vous vous souvenez de cette séquence avec Lucy, où Lucy lève le ballon puis Charlie Brown tombe sur le dos. Là. C'était la version réelle la plus proche que j'ai vue. Il a botté le sol
a donné un grand coup de pied dans le gazon, mais n'a jamais touché au ballon. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi mal exécuté sur les unités spéciales. Et en 15 minutes, tu voyais là, peut-être 2 organisations aux antipodes. Est-ce que tu crois cette tête? Parce qu'il n'y a pas de super vedette. T'sais, à l'époque là, des Patriots, c'était Tom Brady, puis il y avait des super vedettes. Là, il n'y a pas ça dans l'équipe. Il y a des bons joueurs, c'est sûr, pour gagner 11 matchs. Drake May est une super vedette en devenir. Ouais. Mais qui sont bien entraînés. Là, que Mike Vrabel est un entraîneur hors du commun. D'ailleurs, l'équipe qui l'a laissé aller dans le chenoute. Là. Les Titans ont une seule victoire. Ben, tu vois, c'est... la moitié de l'organisation a connu les grandes années, donc sait comment faire, notamment le propriétaire, Robert Kraft. Mike Vrabel a gagné 3 Super Bowls comme joueur. Et implante un peu la même idéologie, mais modernisée. Il faut quand même aussi mettre en perspective que c'est l'équipe qui a dépensé le plus d'argent dans l'entre-saison. Et ça fonctionne pas toujours. Okay. Donc, ils ont su mettre la main sur les bons joueurs et surtout, tu sais, quand tu dépenses, il faut que la culture soit forte. Sinon, tu dépenses et tu t'éparpilles. Donc, la culture est quand même très, très forte. Et Drake May, on parlait de Matthew Stafford là, qui a perdu dimanche. Drake May, en ce moment, est le meilleur candidat aux joueurs par excellence dans la NFL. Donc, haute victoire, une 10e de suite des Pats. On l'avait pas vu venir, celle-là. Non. Merci, Charles-Antoine.